3 sœurs triplées, toujours silencieuses, vivent dans un manoir sans jamais avoir prononcé un mot. Tout change lorsqu'une femme inconnue apparaît sous un arbre, réveillant en elle des sons, des gestes et des émotions jamais vues. Ce qui commence comme une rencontre improbable se transforme en un miracle qui défie le passé et réécrit l'avenir. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un j'aime sur la vidéo, ce qui est très important pour nous, et dites-nous de quelle ville vous regardez cette histoire. Dans le manoir en briques apparentes qui se dressait majestueusement rue des Magnolias, dans le quartier chic du 16e arrondissement de Paris, le silence avait un poids presque palpable. Ce n'était pas le silence ordinaire d'une maison bien rangée, où les bruits se limitent au tic-tac de l'horloge et au bourdonnement lointain des appareils électroménagers. C'était un silence différent, chargé d'attente et de mélancolie, comme si la maison elle-même retenait son souffle, attendant quelque chose qui s'obstinait à ne pas arriver. Antoine Lambert ajusta sa cravate pour la 3e fois ce matin-là, observant son reflet dans le miroir du hall d'entrée. À 38 ans, il portait sur ses épaules le poids d'être père célibataire de 3 petites filles de 2 ans. 3 triplés identiques qui, malgré toute leur vivacité et leur intelligence évidente, n'avaient jamais prononcé un seul mot depuis leur venue au monde. Sophie, Béatrice et Hélène, 3 anges aux cheveux bruns bouclés et aux yeux verts comme des émeraudes, qui communiquaient tout ce dont elles avaient besoin par des gestes délicats, des expressions faciales éloquentes et un langage silencieux qu'elles seules comprenaient entièrement. Antoine avait mémorisé chaque mouvement, chaque regard, chaque sourire de ses filles. Il savait quand elles avaient faim, quand elles voulaient jouer, quand elles se sentaient fatiguées ou quand quelque chose les dérangeait. C'était une communication parfaite et en même temps désespérément limitée. Madame Élise, la gouvernante qui s'occupait des filles depuis leur naissance, descendit les escaliers en portant Hélène dans ses bras, tandis que Sophie et Béatrice la suivaient en se tenant la main, leurs petits pieds nus faisant un bruit doux sur le marbre poli. Les 3 portèrent des robes identiques en coton bleu clair, avec de petites fleurs brodées, et ressemblaient à des poupées de porcelaine qui avaient pris vie. « Bonjour, monsieur Lambert », salua Madame Élise, une dame de 60 ans, aux cheveux grisonnants toujours attachés en un chignon impeccable et au sourire maternel qui réchauffait l'atmosphère. Les petites se sont réveillées tôt aujourd'hui. Elles étaient agitées, comme si elles attendaient quelque chose de spécial. Antoine se pencha pour se mettre à la hauteur de ses filles, ouvrant les bras. Sophie fut la première à courir dans sa direction, suivie rapidement par Béatrice. Hélène, encore dans les bras de la gouvernante, tendit ses petits bras vers son père, qui la prit avec délicatesse. Le câlin matinal était un rituel sacré dans la famille Lambert, un moment où l'amour parlait plus fort que n'importe quel mot. « Mes amours », murmura Antoine, embrassant le front de chacune d'elles. « Comment allez-vous, aujourd'hui ?» Les filles répondirent par leur sourire radieux, touchant doucement le visage de leur père de leurs petites mains douces. Sophie montra la fenêtre du salon, faisant des gestes qu'Antoine connaissait bien. Elle voulait aller jouer dans le jardin. Béatrice secoua la tête négativement, préférant rester à l'intérieur, peut-être pour dessiner ou assembler ses puzzles préférés. Hélène, la plus contemplative des 3, observait simplement tout avec ses yeux attentifs, comme si elle enregistrait chaque détail dans sa mémoire. « Aujourd'hui, c'est lundi », dit Antoine en consultant sa montre. « J'ai quelques réunions importantes au bureau, mais je promets de rentrer tôt pour que nous jouions ensemble. Et si Madame Élise vous emmenait au nouveau portique que j'ai installé dans le jardin ?» Les 3 s'animèrent, visiblement, applaudissant et sautant de joie. Il était impressionnant de voir comment elle parvenait à démontrer tant de bonheur sans émettre un seul son. Antoine sourit, mais au fond de son cœur, une pointe de tristesse le frappa. Combien de fois avait-il rêvé d'entendre les mots « Papa, je t'aime » ou un simple « salut » sortir des lèvres de ses filles. Après le petit déjeuner, servi sur la véranda qui donnait sur le jardin, Antoine dit au revoir aux filles, avec d'autres baisers et câlins. Elles l'accompagnèrent jusqu'à la porte, agitant leurs petites mains tandis qu'ils montaient dans la voiture. Madame Élise resta à observer par la fenêtre jusqu'à ce que la BMW noire disparaisse au tournant de la rue. « Allons, mes fleurs, » dit-elle en s'adressant au triplé. « Que diriez-vous de prendre un bain de soleil dans le jardin ? La journée est magnifique et l'air frais vous fera du bien. »
Le jardin du manoir était un spectacle à lui seul. Antoine avait engagé un paysagiste de renom pour créer un environnement sûr et stimulant pour ses filles. Il y avait une zone de gazon synthétique doux, des jouets pédagogiques colorés, une maison de poupées miniatures et des parterres de fleurs qui exhalaient des parfums suaves. Une fontaine d'eau cristalline au centre complétait le décor idyllique. Les filles coururent librement sur la pelouse, riant silencieusement, poursuivant des papillons imaginaires et explorant chaque recoin de l'espace. Sophie monta sur la balançoire, indiquant par des gestes qu'elle voulait que quelqu'un s'assoie de l'autre côté. Béatrice la rejoignit rapidement et les deux commencèrent à jouer en parfaite harmonie. Hélène, comme toujours, choisit un endroit plus tranquille près de la fontaine, où elle s'assit pour observer les poissons rouges qui nageaient paresseusement dans l'eau. C'est alors que Madame Élise remarqua quelque chose de différent. Hélène ne regardait pas les poissons. Son regard était fixé sur un point au-delà du jardin, en direction du trottoir. La gouvernante suivit la direction des yeux de la petite et vit une silhouette assise sous le grand platane qui se trouvait juste en face du portail de la maison. C'était une vieille dame, paraissant avoir entre 70 et 80 ans. Elle portait des vêtements simples et usés par le temps, un chemisier en laine bleu marine et une jupe longue de couleur indéfinie. Ses cheveux entièrement blancs étaient attachés en un tas, chignon simple, et elle portait avec elle un sac en tissu élimé. Ce qui attirait le plus l'attention, cependant, était sa posture. Elle ne semblait pas être une personne en situation de vulnérabilité cherchant un abri. Il y avait quelque chose de serein et de digne dans sa présence, comme si elle était exactement là où elle devait être. Hélène se leva lentement et marcha jusqu'à la grille qui séparait le jardin du trottoir. Pour la première fois depuis longtemps, Madame Élise vit la petite fille manifester un intérêt sincère pour quelque chose qui n'était ni la famille, ni les jouets. Sophie et Béatrice, remarquant le mouvement de leur sœur, interrompirent leur jeu sur la balançoire et s'approchèrent. La vieille dame leva les yeux et rencontra le regard des trois petites. Son visage s'illumina d'un sourire doux et accueillant, et elle fit un signe délicat de la main. À la surprise de Madame Élise, les triplés répondirent au signe avec un enthousiasme inhabituel. Sophie se mit à applaudir. Béatrice sautillait d'un pied sur l'autre, et Hélène pressa son petit visage contre les barreaux, essayant de se rapprocher de l'inconnu. « Les filles, rentrons à la maison, » dit Madame Élise, se sentant un peu mal à l'aise avec la situation. « C'est l'heure du goûter. » Mais les filles ne bougèrent pas. Elles restèrent collées à la grille, observant la dame avec une fascination que la gouvernante n'avait jamais vue. C'était comme si elles voyaient quelqu'un de très spécial, quelqu'un qu'elles reconnaissaient d'un endroit profond de leur mémoire. La dame se leva lentement, ajusta le sac sur son épaule et s'approcha de la grille. Elle était à quelques mètres des filles, quand quelque chose d'extraordinaire se produisit. Hélène, qui avait toujours été la plus silencieuse et réservée des trois, ouvrit la bouche et émit un son. Ce n'était pas un mot, mais c'était clairement une tentative de communication vocale. Un petit gémissement mélodieux qui fit accélérer le cœur de Madame Élise. « Oh mon Dieu !» murmura la gouvernante, portant la main à sa poitrine. La dame sourit encore plus largement et s'approcha de la grille. « Bonjour, mes petites !» dit-elle d'une voix douce et mélodieuse, chargée de tendresse. « Vous êtes très belles. Comment vous appelez-vous » Les filles se regardèrent, et au grand étonnement de Madame Élise, les trois ouvrirent la bouche simultanément, émettant des sons, gutturaux qui ressemblaient à des tentatives de paroles. Ce n'étaient pas des mots reconnaissables, mais il était évident qu'elles essayaient de répondre à la question de la dame. « Venez, les filles !» insista Madame Élise, s'approchant déjà pour les chercher. « Nous devons rentrer. » À contre-cœur, les triplés s'éloignèrent de la grille, mais continuèrent à regarder en arrière, faisant signe à la dame qui restait immobile de l'autre côté. La vieille femme leur rendit leur salut et, lentement, retourna s'asseoir sous l'arbre comme si c'était sa place naturelle dans le monde. Le reste de l'après-midi, les filles furent agitées. Au lieu de jouer avec leurs jouets préférés ou de regarder les dessins animés qu'elles aimaient habituellement, elles couraient vers les fenêtres donnant sur la rue, essayant de voir si la dame était toujours là. Et elle y était, assise au même endroit, avec la même sérénité, comme si elle attendait quelque chose. Quand Antoine rentra à la maison en fin d'après-midi, il trouva ses filles collées à la fenêtre du salon. Madame Élise l'accueillit avec une expression inquiète. « Monsieur Lambert, je dois vous raconter quelque chose d'étrange qui s'est passé aujourd'hui, » dit-elle. «
le conduisant vers la cuisine tandis que les filles restaient dans le salon. Une vieille dame est apparue devant la maison, et les filles ont été fascinées par elle. Plus que ça, elles ont essayé de parler. Je l'ai entendue de mes propres oreilles. Antoine écarquilla les yeux. Comment ça, elles ont essayé de parler? Elles ont fait des sons, monsieur, des sons qui ressemblaient à des tentatives de former des mots. Hélène a été la première, puis Sophie et Béatrice. Et il y a autre chose d'étrange. Elles n'ont pas voulu s'éloigner de la fenêtre, de toute la journée. C'est comme si elles étaient hypnotisées par la présence de cette femme. Antoine se dirigea vers le salon et trouva ses filles exactement là où Madame Élise l'avait dit. Elles se tenaient serrées, regardant fixement par la fenêtre. Il s'approcha et regarda dans la même direction. Elle était là, la vieille dame, toujours assise sous l'arbre. Même en fin de journée, avec la lumière dorée du crépuscule, elle gardait la même position sereine. « Qui peut-elle bien être ?» murmura Antoine pour lui-même. Comme si elles avaient entendu la question de leur père, les 3 filles se tournèrent vers lui simultanément. Leurs yeux verts brillaient d'une intensité qu'il ne reconnaissait pas. Sophie tendit le bras vers la fenêtre, montrant la dame du doigt. Béatrice prit la main de son père et tenta de le tirer vers la porte. Hélène, la plus surprenante de toutes, ouvrit la bouche et émit une séquence de sons qui ressemblait presque à un mot. « Qu'est-ce que c'était » demanda Antoine, se penchant pour être à la hauteur de sa fille. « Hélène, ma fleur, qu'est-ce que tu essayes de me dire ?» Hélène essaya de nouveau, et cette fois le son fut plus clair. Ce n'était pas encore un mot complet, mais il y avait quelque chose dans ces sons qui semblait familier, comme si elle essayait de dire quelque chose de très important. Antoine regarda de nouveau par la fenêtre. La dame s'était levée et marchait lentement sur le trottoir. Les filles s'agitèrent, pressant leurs mains contre la vitre, comme si elles voulaient sortir en courant pour la retrouver. C'était la première fois qu'Antoine voyait ses filles manifester une telle urgence envers quelque chose ou quelqu'un en dehors du cercle familial. « Madame Élise » appela-t-il. « Je pense que nous devrions savoir qui est cette dame. Ce ne peut être une coïncidence que les filles réagissent de cette façon le jour même où elle apparaît. »« Vous pensez que nous devrions lui parler ?» demanda la gouvernante, un peu hésitante. « Je ne sais pas. Mais si elle a éveillé quelque chose chez les filles, quelque chose que tous les médecins et spécialistes n'ont pas réussi à éveiller, cela vaut peut-être la peine de découvrir ce qui se passe. » Pendant qu'ils discutaient, les filles restaient à la fenêtre. Sophie avait posé la main sur son cœur, comme elle le faisait toujours quand elle était très émue. Béatrice balançait son corps d'un côté à l'autre, à un rythme qui rappelait une chanson silencieuse, et Hélène continuait d'émettre ses sons doux, comme si elle fredonnait une mélodie qu'elle seule pouvait entendre. La nuit tomba, et finalement les filles s'éloignèrent de la fenêtre pour dîner. Mais même pendant le repas, elles étaient différentes, plus attentives, plus expressives. Antoine aurait juré qu'elles avaient essayé de former des mots à plusieurs reprises, bougeant les lèvres de manière intentionnelle, comme si elles s'entraînaient à quelque chose qu'elles avaient appris ce jour-là. Après le bain et l'histoire avant de dormir, tradition sacrée de la famille, Antoine borda les 3 filles dans leur lit. Elles partageaient la même chambre depuis leur naissance, 3 berceaux qui avaient été remplacés par 3 petits lits identiques lorsqu'elles eurent 2 ans. La chambre était un rêve d'enfant, avec des murs peints en rose tendre, des nuages au plafond et une décoration délicate qui rappelait un jardin enchanté. « Bonne nuit, mes princesses », dit Antoine, embrassant chacune d'elles sur le front. « Faites de beaux rêves. » Mais les filles ne semblaient pas prêtes à dormir. Elles se tournèrent vers la fenêtre de la chambre, qui donnait également sur la rue, et restèrent à observer. Antoine suivit leur regard et vit que la dame n'était plus sous l'arbre. Elle avait disparu à la tombée de la nuit. Hélène bougea dans son lit et, à la surprise totale de son père, murmura quelque chose de presque imperceptible. Antoine s'approcha, le cœur battant fort dans sa poitrine. « Qu'y a-t-il, mon amour? Tu as dit quelque chose ?» Hélène le regarda dans les yeux et pour la première fois en 2 ans de vie, elle bougea les lèvres de manière claire et intentionnelle. Le son qui en sortit était faible, hésitant, mais sans équivoque. « Pas... Antoine sentit les larmes lui monter aux yeux. « Ma fleur, tu essaies de dire papa ?» Hélène sourit et essaya de nouveau. « Pas. » C'était comme si un miracle s'était produit dans cette chambre. Antoine serra sa fille dans ses bras et les larmes coulèrent librement sur son visage. Sophie et Béatrice
se levèrent de leur lit et se joignirent au câlin. Et pour la première fois dans la vie des trois filles, la chambre se remplit de doux sons vocaux, de tentatives de mots et de petits rires qui ressemblaient à une musique céleste. Quand elles s'endormirent enfin, Antoine resta longtemps à observer ses filles. Quelque chose avait changé ce jour-là, quelque chose qui avait à voir avec la présence mystérieuse de la vieille dame sous l'arbre. Et il savait, au fond de son cœur, que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand et de plus transformateur qu'il ne pouvait l'imaginer. Dehors, la rue des Magnolias dormait en silence. Mais sous le platane, un petit sac en tissu avait été oublié, comme si la dame avait laissé une marque de sa présence, un signe qu'elle reviendrait le lendemain. Et elle reviendrait, parce que certaines connexions transcendent l'explication rationnelle et s'établissent sur le territoire sacré du cœur, où des miracles silencieux attendent le bon moment pour se révéler. L'aube arriva plus tôt que d'habitude dans le manoir de la rue des Magnolias. Antoine fut réveillé par un son qu'il n'aurait jamais imaginé entendre, le doux murmure de voix provenant de la chambre des filles. Ce n'étaient pas des pleurs ou des gémissements, mais des sons qui ressemblaient à des conversations chuchotées, comme si Sophie, Béatrice et Hélène essayaient de former des mots les unes pour les autres. Il se leva rapidement et se dirigea vers la chambre de ses filles. La porte était entr'ouverte, et par la fente, il pouvait voir les trois petites filles assises sur le lit d'Hélène face à la fenêtre. Elles se tenaient serrées, se balançant doucement comme pour se bercer mutuellement, et émettaient ces sons mélodieux qui ressemblaient à une conversation dans une langue inconnue. « Bonjour, mes princesses », dit Antoine doucement, en entrant dans la chambre. Les filles se tournèrent vers lui avec des sourires radieux, mais ce qui l'impressionna le plus, c'est qu'elles n'arrêtèrent pas de faire des sons vocaux. C'était comme si elles avaient découvert leur voix pendant la nuit et ne pouvaient plus s'arrêter d'expérimenter. Hélène fut la première à se lever, marchant vers son père d'un pas décidé. Elle le regarda dans les yeux, posa ses petites mains sur son visage et murmura « Papa, papa ». Les mots sortirent plus clairement que la nuit précédente, et Antoine sentit son cœur exploser de joie. « Oui, ma fleur, je suis... Papa, papa !» Sophie et Béatrice s'approchèrent rapidement, et ce fut comme si le mot « papa » avait débloqué quelque chose dans leur esprit. Sophie tenta de répéter « Papa !» et Béatrice, toujours la plus déterminée, réussit à le dire presque parfaitement. « Papa !» Madame Élise apparut à la porte de la chambre, attirée par les bruits de voix. Quand elle vit la scène, elle porta les mains à sa bouche, émue. « Monsieur Lambert, elle parle vraiment. »« Je sais, Madame Élise, c'est un miracle. » Antoine serra ses trois filles dans ses bras, et pour la première fois en 2 ans, le câlin fut accompagné de mots chuchotés. « Papa, papa, papa », répétait-elle comme une chanson. Mais ce qui intriguait le plus Antoine, c'était le comportement des filles. Même au milieu de l'euphorie de la découverte de leur voix, elles continuaient de regarder par la fenêtre, comme si elles attendaient quelque chose. Hélène tira la main de son père et montra du doigt à l'extérieur, émettant des sons qui ressemblaient à des questions. Antoine s'approcha de la fenêtre et regarda la rue. Elle était de nouveau là. La vieille dame assise au même endroit sous le platane, dans la même position sereine que la veille. C'était comme si elle n'avait jamais quitté cet endroit. « Elle est revenue », murmura-t-il. Les filles devinrent visiblement agitées en voyant la dame. Hélène courut jusqu'à la porte de la chambre, suivie de ses sœurs. Il était évident qu'elles voulaient descendre et aller à la rencontre de l'inconnu. « Calmez-vous, les filles, » dit Antoine, les prenant dans ses bras une par une. « Prenons d'abord le petit déjeuner et ensuite, nous verrons ce que nous ferons. » Pendant le petit déjeuner, les triplés étaient agitées. Elles essayaient constamment de former des mots, montrèrent la fenêtre et faisaient des gestes qui indiquaient clairement leur désir de sortir. Antoine et Madame Élise se regardèrent plusieurs fois, sachant tous deux que quelque chose d'extraordinaire se produisait. « Monsieur Lambert, » dit la gouvernante en servant le café, « je ne peux ignorer l'évidence. La présence de cette dame a coïncidé exactement avec le moment où les filles ont commencé à vocaliser. Ce ne peut être un hasard. » Antoine acquiesça, observant ses filles. Sophie avait réussi à dire « co » quand elle voulait plus de jus. Béatrice avait tenté de dire « plus » quand elle voulait plus de pain, et Hélène chuchotait « papa » de temps en temps,
comme si elle savourait le mot. « Je sais, Madame Élise, je ne peux l'ignorer non plus. Peut-être devrions-nous lui parler. Pensez-vous que ce soit prudent? Nous ne savons rien d'elle. Mais nous savons l'effet qu'elle a eu sur les filles. 2 ans, Madame Élise, 2 ans que nous les emmenons chez des médecins, des spécialistes, des orthophonistes. Aucun d'eux n'a réussi ce qui s'est passé en un jour avec la présence de cette dame. Après le petit déjeuner, les filles coururent dans le jardin. Antoine les suivit, observant leur comportement. Contrairement à la veille, où seule Hélène avait montré un intérêt initial, les 3 coururent maintenant directement vers la grille qui séparait le jardin du trottoir. La vieille dame lisait un vieux livre, à la couverture usée par le temps. Quand elle remarqua le mouvement des enfants, elle ferma délicatement le livre et sourit. « Bonjour, mes petites », dit-elle avec la même voix mélodieuse que la veille. À la surprise totale d'Antoine, les 3 filles répondirent presque à l'unisson. « Bonjour ». Les mots ne sortirent pas parfaitement, mais ils étaient clairement reconnaissables. Antoine sentit ses jambes flageoler. En moins de 24 heures, ces filles étaient passées de muettes à capables de saluer une personne. La dame se leva et s'approcha de la grille. « Vous avez de jolis noms, j'imagine. Voulez-vous me dire comment vous vous appelez ?» Sophie fut la première à essayer. « Sophie », dit-elle en se montrant du doigt. « Sophie », répéta la dame avec tendresse. « Quel joli nom ! Sophie signifie sagesse. Béatrice ne voulant pas être en reste, Béatrice. Béatrice, quelle merveille! Cela signifie celle qui apporte le bonheur. » Hélène, toujours plus timide, murmura tout bas. « Hélène, Hélène », répéta la dame avec un sourire encore plus large, « la plus belle de toutes. Vous avez toutes les 3 des noms de princesses. » Antoine s'approcha lentement. La conversation à laquelle il assistait était quelque chose dont il avait rêvé pendant 2 ans et qui se déroulait maintenant sous ses yeux avec une parfaite inconnue. « Excusez-moi, » dit-il en arrivant à la grille. « Je suis Antoine Lambert, le père des filles. Je ne sais pas comment expliquer ce qui se passe. » La dame le regarda avec des yeux doux et expérimentés. « Bonjour, monsieur Lambert. Je m'appelle Espérance, Espérance Lefebvre, et je crois savoir exactement ce qui se passe. Vous savez, comment ça? Les enfants, monsieur Lambert, gardent souvent leurs mots pour le bon moment et pour les bonnes personnes. Peut-être attendait-elle simplement quelqu'un qui parlait le même langage qu'elle. » Antoine fronça les sourcils. « Quel langage ?» Espérance sourit et se tourna vers les filles. « Le langage du cœur, n'est-ce pas, mes petites ?» Les 3 hochèrent la tête vigoureusement et Hélène murmura « cœur ». C'était le premier mot abstrait que l'une d'elles avait prononcé. Antoine sentit ses yeux se remplir de larmes. « Madame Espérance, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion, « je ne sais pas qui vous êtes ni d'où vous venez, mais ce qui se passe ici est... c'est un miracle. Les filles n'ont jamais parlé avant. Jamais. »« Je sais, » dit Espérance doucement. « Je le vois dans leurs yeux. Ce sont des enfants spéciaux qui gardent des mots précieux pour des moments précieux. » Sophie s'agita et montra la grille, faisant des gestes pour qu'on l'ouvre. « Entrez, entrez !» dit-elle, avec une clarté qui laissa Antoine bouche bée. « Elle vous demande d'entrer » demanda-t-il incrédule. Béatrice joignit les mains comme si elle priait « S'il vous plaît, s'il vous plaît !» Et Hélène, regardant directement Espérance, « Mamie, mamie !» Le monde s'arrêta un instant. Le mot « mamie » résonna dans l'air comme une cloche, clair, parfait et chargé d'une signification qui transcendait la compréhension. Espérance sentit ses yeux se remplir de larmes, et Antoine resta sans voix. « Elles vous ont appelé mamie », murmura-t-il. « Certaines connexions, dit Espérance, la voix tremblante d'émotion, n'ont pas besoin d'explication. Elles sont, tout simplement. » Antoine regarda ses filles, qui s'agrippaient maintenant au barreau comme si leur vie en dépendait. Il regarda Espérance qui irradiait une sérénité et un amour qu'il pouvait sentir physiquement. Et il prit la décision la plus impulsive et, en même temps, la plus juste de sa vie. « Madame Espérance, » dit-il en ouvrant le portail, « aimeriez-vous entrer pour prendre un café avec nous? J'aimerais beaucoup discuter avec vous. » Le sourire qui illumina le visage d'Espérance aurait pu réchauffer tout le 16e arrondissement. « Ce serait un honneur, dit-elle. » Les filles explosèrent de joie. Sophie applaudit en criant « Mamie, mamie !» Béatrice sauta d'un pied sur l'autre
en fredonnant des sons mélodieux qui ressemblaient à une chanson de bonheur. Et Hélène courut directement dans les bras d'Espérance, qui la reçut comme si c'était sa propre petite fille. « Ma petite Hélène !» murmura Espérance en serrant la fillette dans ses bras. « Quel bonheur de te rencontrer enfin !» Le mot « enfin » ne passa pas inaperçu pour Antoine, mais il décida de ne pas le questionner à ce moment-là. Quelque chose de magique se produisait, et il ne voulait pas briser le charme avec des questions pratiques. Quand ils entrèrent dans la maison, Madame Élise les accueillit avec une expression de surprise et de joie. Les filles coururent dans le salon en criant « Mamie, mamie, maison, mamie, maison ». « Elles disent que mamie est à la maison », traduisit Antoine, s'adaptant encore au miracle d'avoir des filles qui parlaient. Espérance observa chaque détail du manoir, non pas avec admiration pour la richesse, mais avec le regard de quelqu'un qui voit au-delà des apparences. « C'est une belle maison, dit-elle, mais plus importante encore, c'est une maison pleine d'amour. » Pendant le petit déjeuner tardif, les filles ne s'éloignèrent pas d'Espérance une seule minute. Elles se relayaient sur les genoux de la dame, essayaient de la nourrir de leurs propres mains et ne cessaient de répéter des mots qui venaient naturellement. « Mamie, délicieux !» quand elle goûta le gâteau au yaourt de Madame Élise. « Reste !» quand elles réalisèrent qu'elle pourrait partir. « Madame Espérance, » dit Antoine, prenant son courage à deux mains, « puis-je vous demander où vous habitez? Avez-vous de la famille ?» Le visage d'Espérance s'assombrit légèrement. « Je n'ai plus de famille, monsieur Lambert, et quant à l'endroit où je vis, disons que ma maison est là où Dieu me place chaque jour. » Antoine comprit. Elle était sans abri. Mais il y avait quelque chose dans sa dignité, dans sa façon de s'exprimer, dans sa connaissance des enfants, qui indiquait une histoire bien plus complexe que le simple manque de logement. « Et votre profession? Vous travaillez avec des enfants ?»« J'ai travaillé, » dit Espérance en souriant tristement. « Pendant de nombreuses années, j'ai été enseignante spécialisée pour les enfants ayant des difficultés de communication particulières, des enfants comme vos filles. » Le puzzle commença à se former dans l'esprit d'Antoine. « Vous connaissez des cas comme celui des filles? J'en connais. Et je peux vous garantir qu'elles n'ont aucun problème médical. Elles avaient juste besoin de quelqu'un qui comprenne leur langage. Certains enfants gardent leur voix jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne oreille pour les écouter. » À ce moment-là, Sophie monta sur les genoux d'Espérance et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Espérance sourit et lui répondit à voix basse. Sophie descendit en courant et prit les mains de ses sœurs, et les trois se placèrent devant Espérance. « Reste, mamie, » dit Sophie. « Reste ici, » compléta Béatrice. « Pour toujours, » conclut Hélène. Les trois filles avaient formé leur première phrase complète, et toutes étaient une demande désespérée pour qu'Espérance ne parte pas. Antoine regarda ses filles, puis Espérance, et sentit qu'il était face à une décision qui changerait leur vie pour toujours. Ce n'était pas une décision rationnelle, c'était une décision du cœur. « Madame Espérance, » dit-il, la voix ferme malgré l'émotion, « je sais que nous venons de nous rencontrer, et je sais que cela peut paraître fou, mais j'aimerais que vous restiez ici avec nous, aussi longtemps que vous le voudrez. Nous avons des chambres vides, et les filles, eh bien, elles ont clairement autant besoin de vous que vous avez peut-être besoin d'un foyer. » Espérance resta silencieuse un long moment, regardant chacune des filles, puis Antoine, puis Madame Élise, qui hocha la tête pour l'encourager. « Monsieur Lambert, » dit-elle finalement, « j'accepte votre offre généreuse, mais seulement si je peux vous le rendre d'une manière ou d'une autre. Je peux aider avec les filles, leur enseigner, m'occuper d'elles. Je ne suis pas une personne qui reçoit la charité sans rien donner en retour. »« Madame, » dit Antoine en souriant, « après ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est moi qui reçois la charité. » Les filles explosèrent de joie. Elles coururent dans le salon en criant « Mamie, reste! Mamie, reste !» Et pour la première fois dans l'histoire du manoir de la rue des Magnolias, le silence fut définitivement brisé. Cet après-midi-là, tandis qu'Espérance s'installait dans la chambre d'amis à côté de celle des filles, Antoine observait ses filles. Elles suivaient leur nouvelle « mamie » dans toute la maison, l'aidant à ranger ses quelques vêtements, lui montrant leurs jouets et parlant sans arrêt. « Mamie, regarde !» disait Sophie en montrant sa poupée préférée. « Mamie, ici !» appelait Béatrice en indiquant son coin favori du salon. « Mamie, histoire !» demandait Hélène en apportant un livre pour enfants.
C'était comme si 2 ans de mots refoulés avaient été libérés d'un seul coup, et tous étaient dirigés vers une dame apparue de nulle part, et qui faisait maintenant partie de la famille comme si elle avait toujours été là. Quand vint l'heure du dîner, les filles insistèrent pour qu'Espérance s'assoie entre elles à table. Elles se relayaient pour servir de la nourriture dans l'assiette de la dame, pour raconter les nouvelles de la journée avec leurs mots encore hésitants, mais de plus en plus clairs, et pour s'assurer qu'elle était heureuse. « Mamie heureuse ?» demanda Hélène, ses yeux verts brillants d'inquiétude. « Très heureuse », répondit Espérance en embrassant le front de la petite, « très, très heureuse. » Et c'était vrai. Antoine pouvait voir dans les yeux de la dame un bonheur sincère qui reflétait parfaitement la joie de ses filles. C'était comme si 4 cœurs solitaires avaient enfin trouvé leur place dans le monde. Cette nuit-là, à l'heure de l'histoire, avant de dormir, les filles demandèrent à Espérance de raconter l'histoire. Elle s'assit dans le fauteuil entre les 3 petits lits et commença à narrer un conte sur 3 princesses qui vivaient dans un château silencieux jusqu'à ce qu'une bonne fée arrive pour leur apprendre la chanson magique qui libérerait leur voix. « Et elles vécurent heureuses pour toujours ?» demanda Sophie à la fin. « Elles vécurent heureuses pour toujours », confirma Espérance. « Parce qu'elles ont appris que la famille est faite de personnes que nous choisissons d'aimer, pas seulement de celles qui naissent avec nous. » Les filles s'endormirent avec des sourires aux lèvres, et les mots « mamie »,« papa » et « heureuse » chuchotés comme des prières de gratitude. Antoine et Espérance discutèrent dans le salon jusqu'à tard dans la nuit. Elle lui raconta sa carrière d'enseignante, les méthodes spéciales qu'elle avait développées pour les enfants ayant des difficultés de communication, et comment elle savait instinctivement quelle approche fonctionnerait avec chaque enfant. « Les filles n'ont aucun problème organique, » expliqua-t-elle. « Elles traitent simplement le monde différemment. Elles avaient besoin de quelqu'un qui respecte leur rythme et qui parle le langage émotionnel qu'elles comprennent. Comment saviez-vous que ce langage fonctionnerait avec elles ?» Espérance sourit mystérieusement. « L'intuition et l'expérience. Je me suis déjà occupé d'un enfant très semblable à vos filles, une petite fille qui gardait aussi ses mots pour le bon moment. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui fit sentir à Antoine qu'il y avait plus à raconter. Mais pas cette nuit-là. Cette nuit-là, il suffisait que ces filles parlent, qu'elles soient heureuses, et qu'une dame spéciale soit arrivée dans leur vie comme un ange gardien déguisé. Quand ils allèrent enfin se coucher, le manoir de la rue des Magnolias résonnait d'un nouveau type de silence. Non plus le silence lourd de l'attente et de la tristesse, mais le silence doux de la paix et de la plénitude. Un silence ponctué de murmures de rêves heureux et de la certitude que, à partir de ce jour, plus rien ne serait comme avant. Et dehors, sous le platane, de petites fleurs commencèrent à éclore hors saison, comme si la nature elle-même célébrait le miracle qui s'était produit dans cette maison. Les 2 semaines qui suivirent l'arrivée d'Espérance dans le manoir de la rue des Magnolias furent les plus transformatrices de la vie d'Antoine. La maison, qui auparavant ne résonnait que des pas silencieux des filles, vivait désormais au rythme constant d'une mélodie de rires, de mots et de chansons. Sophie, Béatrice et Hélène semblaient avoir rattrapé 2 ans de silence en quelques jours. Sophie était devenue la plus bavarde des 3. Ses mots coulaient comme un joyeux ruisseau, et elle narrait tout ce qu'elle faisait. « Mamie, regarde la fleur. Papa, la voiture bleue. Élise, le gâteau est bon. » C'était comme si elle avait découvert que le monde entier méritait d'être commenté et partagé. Béatrice développa une passion particulière pour la musique. Espérance lui avait appris quelques comptines simples, et la petite fille les répétait toute la journée, créant ses propres mélodies et inventant des mots quand elle ne se souvenait pas des originaux. Sa voix avait une qualité musicale naturelle qui enchantait tout le monde. Hélène, toujours la plus introspective, surprit tout le monde par sa capacité à former des phrases complexes. « Mamie, pourquoi le ciel est-il bleu ? Papa, où habite maman ? Élise, je peux aider à cuisiner ?» Ces questions étaient profondes et révélaient un esprit curieux qui avait toujours existé, attendant simplement le bon moment pour s'exprimer. Espérance semblait savoir exactement comment stimuler chacune d'elles individuellement. Avec Sophie, elle jouait à des jeux de mots et à des défis de vocabulaire. Avec Béatrice, elle chantait et créait de petites mises en scène musicales. Avec Hélène, elle discutait du monde, répondant à ses questions complexes de manière simple et affectueuse.
Antoine rentrait du travail chaque jour, impatient de voir les nouveaux progrès de ses filles. C'était magique d'assister à leur transformation, passant de 3 petites filles silencieuses à 3 petites pipelettes, qui se disputaient son attention avec des histoires, des découvertes et des démonstrations d'affection. « Papa, j'ai dessiné une maison », disait Sophie en montrant ses gribouillis colorés. « Papa, je chante une nouvelle chanson », annonçait Béatrice enchaînant une mélodie après l'autre. « Papa, mamie m'a appris des mots difficiles », racontait Hélène, fière de son vocabulaire en expansion. Mais tout n'était pas rose dans le quartier chic du 16e. De l'autre côté de la rue, dans le manoir encore plus imposant du numéro 847, Véronique Beaumont observait l'agitation chez les Lambert avec une irritation croissante. À 50 ans, elle se considérait comme la gardienne morale du quartier, une femme influente mariée à un important homme d'affaires qui ne tolérait rien qui puisse dévaloriser le quartier. « C'est inadmissible, Fernand », disait-elle à son mari pendant le dîner en montrant la maison d'Antoine par la fenêtre. « Cet homme a fait venir une mendiante chez lui, une mendiante, dans notre quartier. » Fernand Beaumont, un homme de peu de mots qui préférait ses affaires aux préoccupations sociales de sa femme, se contenta de murmurer. « Véronique, ce que font les voisins chez eux ne nous regarde pas. » « Ça ne nous regarde pas? Et quand d'autres personnes comme elle commenceront à apparaître par ici? Et quand notre quartier deviendra un point de rendez-vous pour les sans-abri? Tu y as pensé ?» Véronique avait tenu à enquêter sur l'identité de la dame qui vivait désormais avec les Lambert. Elle engagea un détective privé et découvrit qu'Espérance Lefebvre n'avait pas d'adresse fixe depuis au moins 5 ans. Elle ne possédait pas de documents à jour, n'avait aucun revenu prouvé ni de référence professionnelle récente. Pour Véronique, c'était plus que suffisant pour considérer la situation inacceptable. Un mardi matin ensoleillé, alors que les filles jouaient dans le jardin avec Espérance, Véronique prit une décision qui allait changer le cours des événements. Elle prit son téléphone et appela les services sociaux à l'enfance. « Allô ? Je voudrais faire un signalement. Il y a une situation irrégulière dans le quartier. Une famille permet à une personne sans papier, sans domicile fixe, de vivre en contact direct avec 3 jeunes enfants. Oui, je considère qu'il y a un risque pour la sécurité des enfants. L'adresse est le 823 rue des Magnolias. » Depuis le jardin, Espérance observa Véronique au téléphone à la fenêtre de sa maison. Elle avait vécu assez longtemps dans la rue pour reconnaître quand quelqu'un lui causait des problèmes. Elle soupira profondément et continua à jouer avec les filles, sachant que des jours difficiles approchaient. 2 jours plus tard, le jeudi, 2 assistantes sociales se présentèrent à la porte du manoir des Lambert. Antoine était au travail et Madame Élise accueillit les professionnels avec une nervosité évidente. « Nous sommes des services sociaux », dit la plus âgée des 2, une femme aux cheveux grisonnants et au regard sérieux nommée Marcia. « Nous avons reçu un signalement concernant la situation de 3 fillettes résidant à cette adresse. Nous devons vérifier les conditions dans lesquelles elles vivent. » Madame Élise les conduisit au salon où Espérance lisait une histoire aux filles. Sophie, Béatrice et Hélène coururent pour embrasser leur visiteuse, parlant toutes en même temps. « Bonjour, je suis Sophie. Je chante une chanson. Vous voulez jouer ?» Les assistantes sociales se regardèrent, surprises. Elles s'attendaient à trouver des enfants en situation de vulnérabilité, mais ce qu'elles virent, c'étaient 3 filles en bonne santé, joyeuses et manifestement bien soignées. « Elle ne parlait pas il y a 2 semaines, » expliqua Madame Élise. La présence de Madame Espérance a débloqué leurs paroles. Marcia se présenta formellement à Espérance, qui se leva avec dignité. « Madame, je dois voir vos papiers et comprendre votre relation avec les enfants et la famille. » Espérance acquiesça calmement. « Je peux expliquer ma situation, mais d'abord, j'aimerais que le père des filles soit présent. Je crois qu'il a le droit de savoir ce qui se passe. » Madame Élise appela Antoine, qui annula toutes ses réunions de la journée et rentra en courant. En voyant les assistantes sociales, il comprit immédiatement que quelqu'un avait signalé la situation. « Monsieur Lambert, » dit Marcia après les présentations, « nous avons reçu un signalement anonyme affirmant qu'une personne sans papier vit avec vos filles mineures. Nous devons vérifier si les enfants sont en sécurité et si la situation est légale. » Antoine regarda Espérance, qui restait sereine, puis ses filles, qui jouaient joyeusement au pied de leur « mamie. »« Je peux tout vous expliquer, dit-il.
Mais d'abord, j'aimerais que vous observiez l'état de mes filles. » Pendant l'heure qui suivit, les assistantes sociales discutèrent avec les filles, observèrent la maison, vérifièrent les conditions d'hygiène et d'alimentation et posèrent des questions sur la routine familiale. Il était impossible de nier que les enfants étaient en bonne santé, heureuses et manifestement bien soignées. Les filles présentent un développement cognitif et émotionnel supérieur à la moyenne pour leur âge, nota la plus jeune assistante sociale, nommée Paula. Elles montrent un lien affectif sain avec tous, les adultes présents et un vocabulaire avancé. Oui, confirma Marcia, mais nous devons encore comprendre la situation légale de Madame Espérance. C'est alors qu'Espérance demanda à parler en privé avec les assistantes sociales et Antoine. Les filles restèrent jouer avec Madame Élise dans le jardin, pendant que les adultes se réunissaient dans le salon. « Mon nom complet est Espérance Lefebvre-Olivier », commença-t-elle, d'une voix calme mais chargée d'émotion. « Pendant 30 ans, j'ai été enseignante spécialisée pour les enfants ayant des besoins particuliers en développement cognitif et émotionnel. J'avais ma propre école, l'école Espérance, dans la banlieue de Saint-Cloud. » Antoine l'écouta attentivement, réalisant qu'il allait enfin connaître l'histoire complète de la femme qui avait transformé sa famille. « Il y a 5 ans, continua Espérance, il y a eu un incendie accidentel à l'école. Personne n'a été blessé, Dieu merci, mais le bâtiment a été complètement détruit. J'avais investi toutes mes économies dans l'école, et l'assurance n'a pas couvert tous les dommages. L'institution a fait faillite. » Sa voix trembla légèrement avant de poursuivre. « Pire que la ruine financière, c'est ce qui est arrivé ensuite. Certaines familles ont poursuivi l'école, pour négligence, même en sachant que l'incendie était accidentel, causé par un court-circuit dans le vieux réseau électrique du bâtiment. La presse à sensation s'est emparée de l'affaire et a déformé les faits. Ma réputation a été détruite. » Marcia et Paula prenèrent des notes, et Antoine sentait son cœur se serrer en entendant le récit. « J'ai perdu ma maison en essayant de payer les indemnités et les avocats. J'ai perdu mes papiers lors d'une des expulsions, et j'ai perdu la confiance des gens lorsque mon histoire a été déformée par les journaux. Aucune école n'a voulu m'embaucher après. Ça, à 70 ans, je me suis retrouvé dans la rue, sans famille, sans perspective, sans rien d'autre que mon expérience avec les enfants spéciaux. » Espérance s'arrêta un instant, regardant par la fenêtre les filles qui jouaient joyeusement dans le jardin. « Pendant ces 5 années, j'ai essayé de reconstruire ma vie plusieurs fois, mais chaque fois que quelqu'un découvrait mon histoire, les opportunités disparaissaient. Les gens ne voient que les titres des journaux, pas la vérité des faits. »« Madame Espérance, » dit Marcia, « je comprends votre situation, mais le fait est que vous n'avez pas de documents à jour ni de références professionnelles récentes. Cela crée une situation irrégulière. »« Je comprends, » répondit Espérance, « et je ne blâme personne de remettre en question ma présence ici. Mais je vous demande d'observer l'effet que ma cohabitation a eu sur les filles. Elles sont heureuses, en bonne santé et se développent rapidement. Je ne suis pas une menace pour elles. Je suis quelqu'un qui a trouvé une nouvelle raison de vivre en s'occupant d'elles. » Antoine se leva. « Mesdames, je voudrais dire quelque chose. Depuis 2 ans, je cherche de l'aide pour mes filles. Je les ai emmenées chez les meilleurs médecins de Paris, les spécialistes les plus renommés en développement infantile. Personne n'a réussi ce que Madame Espérance a accompli en 2 semaines. Mes filles ne se sont pas seulement remises à parler, elles s'épanouissent d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. »« Monsieur Lambert, » dit Paula, « nous ne remettons pas en question le bénéfice que la présence de Madame a apporté à vos filles, mais nous devons suivre des protocoles de sécurité. »« Alors dites-moi ce qu'il faut faire pour régulariser la situation, » dit Antoine fermement. « Je peux obtenir de nouveaux papiers pour Madame Espérance. Je peux obtenir des références de sa carrière antérieure. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour qu'elle puisse rester légalement ici, à s'occuper de mes filles. » Marcia et Paula se regardèrent. « Eh bien, si vous assumez la responsabilité légale de régulariser les documents de Madame Espérance, et si elle accepte de passer une évaluation psychologique pour travailler avec des enfants, nous pourrions considérer la situation comme temporairement acceptable. »« J'accepte toute évaluation, » dit immédiatement Espérance. « Et je suis reconnaissante à Monsieur Lambert pour sa générosité, mais je ne veux pas être un fardeau légal pour cette famille. »« Madame Espérance, » dit Antoine en lui touchant doucement l'épaule, « vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes une bénédiction, et nous ferons tout le nécessaire pour que vous puissiez rester. »
Les assistantes sociales passèrent 2 heures de plus dans la maison, discutant avec les filles, observant l'interaction entre tous et prenant leurs notes finales. En partant, elles indiquèrent clairement qu'elles reviendraient dans 15 jours pour vérifier si la régularisation des documents était en cours. Cette nuit-là, après que les filles se furent endormies, Antoine et Espérance discutèrent longuement sur la véranda. Elle lui raconta plus de détails sur sa carrière d'éducatrice spécialisée, les méthodes qu'elle avait développées pour aider les enfants ayant des difficultés de communication et les dizaines de cas de réussite qu'elle avait suivis au fil des ans. « Monsieur Lambert, dit-elle, il y a autre chose que je dois vous dire. Au cours de ma carrière, j'ai traité un enfant qui avait exactement le même schéma de comportement que vos filles. C'était une petite fille qui ne parlait pas mais qui montrait une parfaite compréhension du monde qui l'entourait. Il m'a fallu 2 ans pour qu'elle dise son premier mot. » Antoine la regarda avec curiosité. « Et vous avez réussi à l'aider ?»« J'ai réussi. Elle est devenue l'une des enfants les plus brillantes que j'ai jamais connues. Elle a obtenu un diplôme en psychologie, s'est spécialisée dans le développement de l'enfant, a épousé un homme d'affaires prospère et a eu une belle famille. » Espérance fit une pause, regardant les étoiles. Cette petite fille s'appelait Isabelle. Isabelle Lambert. Le monde d'Antoine s'arrêta. « Isabelle, ma femme ? Votre femme a été mon élève pendant 2 ans, quand elle avait le même âge que vos filles ont maintenant. C'est pourquoi j'ai immédiatement reconnu leur schéma de comportement. Ce n'est pas génétique au sens médical du terme, mais c'est quelque chose qui peut se répéter dans les familles où il y a une sensibilité émotionnelle particulière. » Antoine sentit les larmes lui monter aux yeux. « Vous avez connu Isabelle quand elle était enfant ? Je l'ai connue, et ce fut l'une des plus grandes joies de ma carrière de voir comment elle a surmonté ses difficultés initiales. Quand je l'ai vue diplômée, mariée et heureuse, j'ai su que mon travail en avait valu la peine. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant ? Parce que je voulais être sûr que votre acceptation de ma présence ici était sincère, non pas motivée uniquement par le lien avec Isabelle, et parce que je me sens encore coupable de ne pas avoir pu empêcher la tragédie de se produire. » Antoine fronça les sourcils. Quelle tragédie! Espérance prit une profonde inspiration. Isabelle venait me voir régulièrement, même après être devenue adulte. Elle me considérait comme une seconde mère. Lors de sa dernière visite à mon école, quelques mois avant l'incendie, elle était enceinte de triplés. Elle était inquiète, me demandant s'il y avait une possibilité que ses filles répètent son schéma de développement. La voix d'Espérance se brisa d'émotion. Je l'ai rassurée, je lui ai dit que même si cela arrivait, ce seraient des enfants spéciaux et que nous trouverions un moyen de les aider. Isabelle a quitté mon école ce jour-là en promettant que lorsque les filles naîtraient, elle me les amènerait pour que je les rencontre. Antoine sentit un nœud dans sa gorge. Mais elle est morte en couche. Oui, et j'ai perdu non seulement une ancienne élève chérie, mais aussi la chance de connaître les petites filles qu'elle m'avait promises. Quand l'école a brûlé et que ma vie s'est effondrée, j'ai pensé que je n'aurais jamais l'occasion de tenir la promesse que j'avais faite à Isabelle. Quelle promesse? De m'occuper de ses filles, si elles en avaient besoin. D'être pour elles ce que j'avais été pour leur mère. Antoine resta silencieux un long moment, assimilant l'ampleur de la révélation. La femme qui était apparue mystérieusement devant sa maison n'était pas une étrangère. C'était quelqu'un qui avait été fondamental dans la vie d'Isabelle, quelqu'un qui avait promis de s'occuper de ses filles. « Madame Espérance, dit-il enfin, cela change tout. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui nous aide. Vous êtes de la famille. Vous faites partie de l'histoire d'Isabelle, de ce qui a fait de ma femme la femme merveilleuse qu'elle était. C'est pourquoi, dit doucement Espérance, quand j'ai vu ces 3 petites filles silencieuses observées par la fenêtre, j'ai su exactement ce que je devais faire. Isabelle m'avait confié ces filles avant même leur naissance, et j'ai enfin pu tenir ma promesse. Le lendemain matin, Antoine entama immédiatement le processus de régularisation des documents d'Espérance. Il engagea le meilleur avocat qu'il connaissait, organisa les examens médicaux et psychologiques nécessaires et commença à rassembler des preuves de la carrière exceptionnelle qu'elle avait eue en tant qu'éducatrice. Les filles, inconscientes de toute la complexité juridique qui les entourait, poursuivaient leur développement accéléré. Sophie avait commencé à former des phrases de 4 et 5 mots. Béatrice inventait des chansons qui racontaient des histoires.
Hélène posait des questions philosophiques qui impressionnaient même les adultes. Mais de l'autre côté de la rue, Véronique Beaumont observait toute cette agitation avec une irritation croissante. La visite des services sociaux n'avait pas abouti à l'expulsion de l'intruse, comme elle l'espérait. Au contraire, il semblait que la famille se mobilisait pour maintenir la situation. Elle ne le savait pas encore, mais son prochain coup serait beaucoup plus dangereux et faillirait détruire le bonheur qui avait rené dans le manoir de la rue des Magnolias. Car certaines personnes, mues par les préjugés et l'envie, sont capables d'actes qui dépassent toutes les limites de la décence humaine. Et Espérance, avec son expérience de la vie, pouvait déjà sentir la tempête se former à l'horizon. La nouvelle de la réapparition d'Espérance dans sa vie se propagea de manière inattendue. Une ancienne élève de l'école, Marianne Moreau, aujourd'hui pédiatre de renom à Paris, passait par hasard rue des Magnolias lorsqu'elle reconnut son ancienne professeure en train de jouer dans le jardin avec 3 enfants. Marianne arrêta immédiatement sa voiture, n'en croyant pas ses yeux. « Professeur Espérance, c'est vraiment vous !» cria Marianne, sortant de sa voiture et courant jusqu'à la grille du jardin. Espérance regarda dans la direction de la voix, et son visage s'illumina d'une joie qu'elle avait oublié être capable de ressentir. « Marianne, ma chère Marianne !» Les retrouvailles furent émouvantes. Marianne serra Espérance dans ses bras à travers la grille, tandis que Sophie, Béatrice et Hélène observaient, curieuses, cette nouvelle visiteuse qui faisait pleurer des larmes de joie à leur « mamie ». « Professeur, vous avez disparu. Nous avons essayé de vous retrouver après l'incendie, mais personne ne savait où vous étiez. Que s'est-il passé? Comment êtes-vous ici ?» Espérance présenta les filles et expliqua brièvement sa situation. Marianne fut émue d'apprendre qu'elle avait retrouvé un but en s'occupant des filles d'une ancienne élève. « Professeur, vous devez savoir que beaucoup d'entre nous ont essayé de laver votre nom après cette injustice dans les journaux. Nous avons contacté les journalistes, essayé de dire la vérité, mais le sensationnalisme avait déjà fait des ravages. Vous n'imaginez pas à quel point vous nous avez tous manqué. » Marianne apprit les problèmes avec les services sociaux et la nécessité de régulariser les documents d'Espérance. « C'est absurde. Vous êtes l'éducatrice la plus compétente que j'ai jamais connue. Je vais vous aider, professeur, et je sais que tous les autres anciens élèves voudront aider aussi. » Le soir même, Marianne commença à mobiliser un réseau d'anciens élèves de l'école Espérance qui s'étendait dans toute la France. Via les réseaux sociaux et les groupes WhatsApp, la nouvelle se répandit rapidement. La professeure Espérance avait été retrouvée, elle allait bien et elle avait besoin d'aide pour régulariser sa situation. La réponse fut immédiate et émouvante. Le docteur Richard Fournier, neurochirurgien à Lyon, qui avait été un garçon avec de graves difficultés d'apprentissage jusqu'à sa rencontre avec Espérance. La professeure Lucienne Morin, pédagogue à Marseille, qui avait surmonté un mutisme sélectif grâce aux soins de l'école. Le psychologue Daniel Coste, de Bordeaux, qui avait vaincu un trouble du spectre autistique, et bien d'autres. Tous avaient des histoires similaires, des enfants avec des difficultés spécifiques qui avaient été transformés par la méthode unique et bienveillante d'Espérance. Tous étaient devenus des professionnels accomplis, et tous voulaient rendre ce qu'elle avait fait pour leur vie. Pendant ce temps, le manoir des Lambert vivait des jours de pur bonheur. Les filles se développaient à un rythme accéléré, surprenant même Espérance par leur capacité d'apprentissage. Sophie avait commencé à lire des mots simples. Béatrice composait des chansons entières qui racontaient des histoires complexes. Hélène posait des questions qui révélaient un raisonnement philosophique impressionnant pour une enfant de 2 ans. « Mamie, » demanda Hélène un samedi matin, « pourquoi certaines personnes sont-elles tristes ?» Espérance, qui préparait le petit déjeuner avec l'aide des filles, s'arrêta pour réfléchir à la réponse. « Parfois, ma fleur, les gens sont tristes parce qu'ils n'ont pas encore trouvé les autres personnes qui les rendront heureux, comme j'étais triste avant de vous trouver. Et maintenant, mamie est heureuse. Maintenant, mamie est plus heureuse qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir l'être à nouveau. » Antoine, qui entendait la conversation depuis le salon, souriait en réalisant comment Espérance trouvait toujours des moyens simples et profonds de répondre aux questions complexes d'Hélène. Sa fille avait hérité non seulement de l'intelligence de sa mère, mais aussi de sa sensibilité émotionnelle extraordinaire. Tout semblait se diriger vers une solution parfaite lorsque, un mardi matin, la situation prit une tournure inopinément dangereuse.
Véronique Beaumont, frustrée par l'échec de son premier signalement, décida de recourir à des méthodes plus drastiques. Elle avait engagé une enquêtrice privée, Sonia Robert, une femme sans scrupules, spécialisée dans les affaires de garde d'enfants problématiques et qui n'hésitait pas à utiliser des méthodes douteuses pour obtenir des résultats. « Je veux que cette femme soit expulsée de cette maison », dit Véronique à Sonia lors d'une rencontre dans un café discret du centre de Paris. « Et je veux que cela se fasse de manière à ce qu'elle ne puisse plus jamais revenir. » Sonia examina le dossier d'information sur Espérance que Véronique avait rassemblé. Sans papier à jour antécédent de problèmes juridiques avec l'école, situation de sans-abri, je peux travailler avec ça. Mais ça va coûter cher et ça demandera quelques ajustements dans la documentation. Véronique n'hésita pas. Faites ce qu'il faut. J'ai de l'argent et des relations. Je veux juste des résultats. Ce que Sonia fit ensuite était l'une des choses les plus viles que l'on puisse imaginer. Elle falsifia des documents affirmant qu'Espérance avait été condamnée pour négligence criminelle dans l'affaire de l'incendie de l'école. Elle créa une fausse fiche dans le système judiciaire indiquant qu'un mandat d'arrêt était en cours contre elle. Et elle soudoya un fonctionnaire corrompu des services sociaux pour donner de la crédibilité aux accusations. Le jeudi matin, 2 semaines après la première visite, les services sociaux retournèrent chez les Lambert. Mais cette fois, ce n'était pas seulement Marcia et Paula. Elles étaient accompagnées de 2 policiers et portèrent des documents qui prétendaient prouver des accusations criminelles contre Espérance. Antoine était au travail quand ils arrivèrent. Madame Élise les accueillit à la porte, visiblement nerveuse en voyant les policiers. « Nous devons parler à Madame Espérance Lefebvre-Olivier », dit Marcia, avec une gravité qu'elle n'avait pas montrée lors de la visite précédente. « Et nous avons besoin que les enfants restent à l'écart pendant cette conversation. » Espérance était dans le jardin avec les filles quand on l'appela. En voyant les policiers, son sang se glaça. Elle reconnut immédiatement la situation. Quelqu'un avait fabriqué des preuves contre elle. Elle avait vécu assez longtemps dans la rue pour savoir quand elle était persécutée. « Les filles, dit-elle calmement au triplé, allez jouer dans votre chambre avec Madame Élise. Mamie doit parler à ces personnes. » Sophie, Béatrice et Hélène perçurent immédiatement la tension dans l'air. Leurs petits visages se fermèrent d'inquiétude et elles s'accrochèrent aux jambes d'Espérance. « Mamie ne part pas ?» demanda Sophie, les yeux déjà remplis de larmes. « Mamie reste ici !» supplia Béatrice, s'agrippant fermement à la main de la professeure. « Mamie, j'ai peur » avoua Hélène, cachant son visage dans la robe d'Espérance. « Tout va bien, mes amours » dit Espérance, en embrassant chacune d'elles sur le front. « Mamie va juste discuter un peu. Nous rejouerons ensemble très bientôt. » Mais les filles n'étaient pas dupes. Elles avaient développé une sensibilité émotionnelle aiguë et sentaient que quelque chose de très grave se passait. À contre-cœur, elles rentrèrent avec Madame Élise, mais restèrent collées à la fenêtre, observant tout. « Madame Espérance, » dit Marcia en consultant les faux documents, « de nouvelles informations sur votre passé sont apparues. Selon ces documents, il y a un mandat d'arrêt en cours contre vous pour négligence criminelle dans l'affaire de l'incendie de votre école. » Espérance pâlit. « C'est impossible. Je n'ai jamais été condamné pour aucun crime. L'incendie a fait l'objet d'une enquête et a été considéré comme accidentel. » Les documents. « J'indique le contraire, » dit l'un des policiers. « Madame, je vais devoir vous demander de nous accompagner pour éclaircissement. » C'est à ce moment que les triplés comprirent que leur « mamie » allait être emmenée. Le cri qui sortit simultanément des 3 enfants était à fendre le cœur. Elles sortirent en courant de la maison, dépassant Madame Élise qui tentait de les retenir et se jetèrent dans les bras d'Espérance. « Non, n'emmenez pas mamie !» cria Sophie d'une voix qui révélait un désespoir pur. « Mamie reste, mamie est à nous !» pleura Béatrice, s'agrippant à la robe de la professeure comme si sa vie en dépendait. Hélène, la plus articulée, regarda directement les policiers. « S'il vous plaît, n'emmenez pas notre mamie. Nous avons besoin d'elle. Elle n'a rien fait de mal. » La scène était dévastatrice. 3 petites filles de 2 ans qui venaient de trouver leur voie l'utilisaient pour implorer qu'on ne les sépare pas de la personne qui avait transformé leur vie. Espérance serra les filles dans ses bras, essayant de retenir ses propres larmes. « Les filles, regardez, mamie. Vous êtes fortes, vous êtes intelligentes, vous êtes spéciales.
Quoi qu'il arrive, vous aurez toujours tous les mots que vous avez appris. Personne ne peut vous enlever ça. »« Mais nous voulons Mamie ici, » insista Sophie. « Mamie revient vite, » demanda Béatrice. « Mamie promet de revenir, » supplia Hélène. Espérance ne savait pas quoi répondre. Elle ne pouvait pas faire une promesse qu'elle ne pourrait peut-être pas tenir. « Mamie vous aime plus que tout au monde, » dit-elle. « Et le véritable amour ne part jamais, même quand les gens doivent s'en aller. » Les policiers, visiblement mal à l'aise, insistèrent sur le fait qu'ils devaient partir. Madame Élise tenta de retenir les filles pendant qu'Espérance se levait, mais elles se débattirent désespérément. Et puis, quelque chose de terrible se produisit. Alors qu'Espérance s'éloignait vers la voiture de police, les trois filles cessèrent simplement de parler. Le silence qui s'abattit sur le jardin fut assourdissant. Sophie, Béatrice et Hélène restèrent immobiles, serrées les unes contre les autres, regardant la voiture s'éloigner, mais sans émettre un seul son. C'était comme si le traumatisme de la séparation avait effacé 2 mois de progrès en quelques secondes. Madame Élise appela immédiatement Antoine, qui quitta le bureau en courant. Quand il arriva à la maison et trouva ses filles de nouveau muettes, blotties dans un coin du salon, regardant fixement la fenêtre comme elles le faisaient avant l'arrivée d'Espérance, il sentit son monde s'effondrer. « Que s'est-il passé? Où est Espérance ?» demanda-t-il désespéré. « Ils l'ont emmenée, monsieur Lambert, » pleura Madame Élise. « Ils ont dit qu'il y avait un mandat d'arrêt. Les filles ont tout vu et elles ont de nouveau cessé de parler. » Antoine s'agenouilla devant ses filles, essayant d'établir un contact visuel. « Sophie, Béatrice, Hélène, parlez à papa. Dites quelque chose, s'il vous plaît. » Mais les filles le regardèrent simplement de leurs yeux verts remplis de tristesse, bougeant les lèvres en silence, comme elles le faisaient avant qu'Espérance n'entre dans leur vie. Pendant ce temps, dans un commissariat du centre de Paris, Espérance attendait dans une salle d'interrogatoire. Le commissaire chargé de l'affaire, Charles Mercier, examinait les documents qu'il avait reçus avec une méfiance croissante. « Vous savez, Madame Espérance, dit-il, il y a quelque chose d'étrange dans ces papiers. Les tampons semblent trop récents pour des documents datant de 5 ans. Et le numéro de dossier ne correspond pas à notre système. » Espérance le regarda avec un espoir renouvelé. « Monsieur le commissaire, je jure sur tout ce qui est sacré que ces documents sont des faux. Je n'ai jamais été condamné pour aucun crime. Quelqu'un essaie de m'incriminer. » Le commissaire prit le téléphone. « Je vais vérifier l'authenticité de ces documents. Si je découvre qu'ils sont faux, la personne qui les a produits répondra de falsification et de calomnie. » Pendant ce temps, le miracle qu'Antoine ne savait pas être en route commençait à se matérialiser. Marianne Moreau avait mobilisé une véritable opération de sauvetage. En moins de 3 heures, les anciens élèves d'Espérance de toute la France commencèrent à arriver à Paris. Le docteur Richard Fournier affréta un jet privé et vola depuis Lyon. La professeure Lucienne amena une camionnette pleine de collègues de Marseille. Le psychologue Daniel Coste arriva en avion de Bordeaux avec 5 autres anciens élèves, et ainsi de suite. Mais la personne la plus importante qui arriva fut l'avocat Paul-Henri Martin, spécialiste des droits de l'homme et l'un des anciens élèves les plus brillants d'Espérance. Il avait été un enfant atteint du syndrome d'Asperger qui avait trouvé en Espérance la seule personne capable de comprendre sa vision unique du monde. « Où est notre professeur ?» demanda Paul-Henri à Marianne dès son arrivée. « Enfermé dans un commissariat sur la base de documents que nous savons être des faux. Quelqu'un lui a tendu un piège. » Paul-Henri ne perdit pas de temps. Avec une équipe d'enquêteurs privés qu'il avait amenée, il commença à remonter à l'origine des faux documents. En quelques heures, il avait découvert le lien avec Sonia Robert et à travers elle avec Véronique Beaumont. « Nous la tenons, » dit-il à Marianne. « La femme qui a commandité ce coup monté va être démasquée publiquement. » Le vendredi matin, lorsque Véronique Beaumont regarda par la fenêtre de son manoir, elle eut la peur de sa vie. Plus de 30 voitures étaient garées devant la maison des Lambert. Des dizaines de personnes bien habillées, manifestement des professionnels accomplis, se rassemblaient dans le jardin de la maison. « Fernand !» cria-t-elle à son mari. « Que se passe-t-il là dehors ?» Fernand s'approcha de la fenêtre et vit la foule. « On dirait qu'ils sont venus défendre cette dame que tu détestes tant, Véronique. »« La défendre ? Mais elle a été arrêtée. Les documents prouvent qu'elle est une criminelle. » « Quel document, Véronique? Qu'as-tu fait exactement ?»
La couleur quitta le visage de Véronique lorsqu'elle réalisa qu'elle était sur le point d'être découverte. À ce moment, Paul-Henri sonna à la porte des Beaumont, accompagné de 2 enquêteurs et d'un huissier de justice. Lorsque Véronique ouvrit la porte, il présenta les documents prouvant toute l'opération criminelle. « Madame Véronique Beaumont, dit-il calmement, vous êtes notifiée d'une action en justice pour falsification de documents, calomnie, diffamation et conspiration visant à incriminer une personne innocente. Nous avons des preuves complètes de votre participation à l'embauche de Sonia Robert et à la fabrication des accusations contre la professeure Espérance Lefebvre-Olivier. »« C'est un mensonge. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous avons les enregistrements des conversations téléphoniques, les preuves de paiement à l'enquêtrice et sa déposition avouant tout en échange d'un accord de plaider coupable. » Fernand regarda sa femme avec horreur. « Véronique, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Mais il était trop tard. La vérité avait éclaté et les conséquences seraient sévères. Au commissariat, le commissaire Charles Mercier appela Espérance pour l'informer des développements. « Madame, nous avons confirmé que tous les documents présentés contre vous sont des faux. Vous êtes libre de partir. De plus, la personne responsable de ce coup monté est en cours de poursuite. » Espérance sentit ses genoux flageoler de soulagement. « Les enfants, je dois retourner auprès des enfants. » Quand elle arriva rue des Magnolias, elle trouva un véritable comité d'accueil. Tous ses anciens élèves étaient là, applaudissant et pleurant de joie en la voyant libre. Mais Espérance n'avait d'yeux que pour la fenêtre de la maison où 3 petits visages l'observaient. Sophie, Béatrice et Hélène étaient collées à la vitre, immobiles, toujours en état de choc. Antoine sortit en courant de la maison. « Espérance, Dieu merci. » Les filles, elles ont de nouveau cessé de parler. Elles sont en état de choc depuis que vous avez été emmenées. Espérance marcha lentement jusqu'à la porte de la maison, suivie par tous les anciens élèves. Quand elle entra dans le salon, les 3 filles étaient blotties sur le canapé, la regardant comme si elle était une apparition. « Bonjour, mes amours, » dit-elle doucement. « Mamie est revenue. Mamie revient toujours pour ceux qu'elle aime. » Pendant un instant, les filles ne réagirent pas. Puis Hélène se leva lentement et s'approcha d'Espérance. Elle toucha doucement le visage de la professeure, comme pour vérifier si elle était réelle. « Mamie » murmura Hélène, et le mot sortit comme une prière. « Oui, ma fleur, Mamie est là. Mamie ne partira plus. » Ce fut comme si un interrupteur avait été actionné. Sophie et Béatrice coururent dans les bras d'Espérance, et les 3 enfants se mirent à parler en même temps. « Mamie est revenue. Mamie est revenue. » On a eu peur, très peur. Maintenant, Mamie reste pour toujours. Et puis, à la surprise générale de tous les présents, Hélène regarda les anciens élèves réunis dans le salon et demanda « Vous êtes aussi les enfants de Mamie ?» Le docteur Richard s'agenouilla pour être à la hauteur de la fillette. « Oui, ma petite, nous sommes tous les enfants de la professeure Espérance. Elle s'est occupée de nous quand nous étions enfants, tout comme elle s'occupe de vous maintenant. » « Alors on est tous frères et sœurs ?» demanda Béatrice, ses yeux brillants de curiosité. « Nous sommes une très grande famille » confirma la professeure Lucienne, et c'est ainsi que, cet après-midi de vendredi, le salon du manoir des Lambert se remplit non seulement des mots retrouvés des triplés, mais aussi des voix de dizaines d'adultes qui avaient été transformés par l'amour et le dévouement d'une professeure extraordinaire. Véronique Beaumont observa la scène depuis la fenêtre de sa maison, sachant qu'elle avait perdu bien plus qu'une bataille. Elle avait perdu sa réputation, sa tranquillité, et bientôt, elle perdrait aussi sa maison dans le quartier, car le procès qu'elle allait affronter l'obligerait à déménager loin de là. Mais dans le manoir des Lambert, personne ne pensait plus à Véronique. Ils ne pensaient qu'à l'avenir brillant qui s'ouvrait à eux tous, ensemble. 6 mois après les événements qui avaient failli détruire le bonheur de la famille Lambert, la rue des Magnolias était devenue l'adresse la plus spéciale de tout le 16e arrondissement. Le manoir, qui auparavant ne résonnait que du silence des triplés, vibrait désormais quotidiennement des voix joyeuses de dizaines d'enfants qui y avaient retrouvé non seulement leurs propres mots, mais aussi un espoir pour leur famille. L'idée était née naturellement lors de l'une des nombreuses réunions que les anciens élèves d'Espérance tenaient chez Antoine. Le docteur Richard Fournier fut le premier à verbaliser ce que tout le monde pensait. « Professeur,
Nous ne pouvons permettre que votre expérience et votre don se limitent au seul triplé, aussi spéciale soit-elle. Il y a des centaines, peut-être des milliers d'enfants qui pourraient bénéficier de votre méthode. La professeure Lucienne fut immédiatement d'accord. Richard a raison. Professeur, vous devez recommencer à enseigner. Mais cette fois, nous ferons les choses différemment. Nous serons nous-mêmes vos associés, vos investisseurs, vos défenseurs. Vous ne serez plus jamais seul. Et c'est ainsi que naquit le projet de l'école Espérance renouvelée. Les anciens élèves s'organisèrent en conseil d'administration, chacun contribuant avec ses spécialités et ses ressources. Le docteur Richard s'occuperait des aspects médicaux et neurologiques. La professeure Lucienne développerait le programme pédagogique. Le psychologue Daniel Coste structurerait le suivi émotionnel. L'avocat Paul-Henri garantirait tous les aspects juridiques. Antoine offrit sa propre maison comme siège initial du projet. Cette maison, ça a été transformé par l'amour de la professeure Espérance, dit-il lors de la première réunion formelle. Il est tout à fait juste qu'elle continue d'être un lieu de transformation pour d'autres familles. L'adaptation du manoir fut réalisée avec soin et intelligence. Le rez-de-chaussée fut converti en salle de classe spécialisée, chacune conçue pour différents types de besoins. Il y avait la salle sensorielle avec des textures et des sons spéciaux. La salle de musicothérapie où Béatrice avait découvert sa passion pour la création de mélodies. La salle de communication alternative où Hélène avait développé son raisonnement complexe. Et la salle d'intégration où Sophie avait appris à socialiser par les mots. Les triplés, maintenant âgés de presque 3 ans, devinrent les plus adorables assistantes juniors de l'école. Sophie, toujours la plus bavarde, accueillait les nouveaux enfants avec un vocabulaire qui impressionnait les adultes eux-mêmes. « Bonjour, je suis Sophie. Ici, c'est l'endroit où les enfants spéciaux apprennent à parler avec le cœur. » Béatrice composait des chansons personnalisées pour chaque nouvel enfant, captant instinctivement le rythme émotionnel dont chacun avait besoin pour s'exprimer. Ces petites chansons devinrent des outils pédagogiques officiels de l'école. Hélène, avec sa sensibilité philosophique précoce, avait un don spécial pour poser les bonnes questions aux enfants qui arrivaient confus ou effrayés. « Sais-tu que tu es spécial? Sais-tu que ta voix est importante? Veux-tu que je t'aide à trouver tes mots ?» Espérance observait ces 3 petites filles avec une fierté infinie, mais aussi avec la profonde satisfaction de voir sa méthode validée et étendue. Chaque enfant qui arrivait à l'école confirmait sa théorie selon laquelle il n'y a pas d'enfants avec des problèmes de communication, seulement des enfants qui ont besoin d'approches différenciées pour exprimer leur génie unique. Le premier élève officiel de l'école fut Miguel, un garçon de 4 ans qui ne parlait plus depuis l'âge de 2 ans, suite à un traumatisme familial. Ses parents, un couple d'ingénieurs, Anna et Carlos, avaient tout essayé avant d'entendre parler de l'école Espérance renouvelée par un ami médecin. « Nous ne savons plus quoi faire », avoua Anna à Espérance le jour de la première consultation. Miguel était un enfant bavard jusqu'à ce que notre mariage traverse une grave crise. Depuis, il s'est simplement refermé. Espérance observa Miguel jouer silencieusement avec quelques jouets dans un coin de la pièce, ignorant complètement les adultes. Mais elle remarqua comment il observait attentivement Hélène, qui était assise près de lui en train de dessiner. « Hélène, ma chérie, » dit Espérance, « raconte à Miguel comment tu as découvert tes mots. » Hélène se tourna vers Miguel, ses yeux verts brillants de compréhension. « Tu sais, moi non plus je ne parlais pas avant. J'avais beaucoup de mots en moi, mais ils étaient cachés. Puis mamie Espérance m'a appris que les mots ne servent pas seulement à parler. Ils servent à serrer le cœur des gens dans leurs bras. » Miguel regarda Hélène avec un intérêt sincère et pour la première fois depuis son arrivée, ses traits se détendirent. « Veux-tu que je t'apprenne comment les mots font des câlins ?» demanda Hélène en tendant la main à Miguel. 3 semaines plus tard, Miguel prononça son premier mot en près de 2 ans. « Merci. » Il le dit à Hélène, qui était devenue sa première véritable amie. Le cas de Miguel ne fut que le premier de nombreux succès qui suivirent. L'école commença à accueillir des enfants de toute la région, parisienne. Chaque cas était unique. Chaque enfant apportait un défi différent, mais tous trouvaient dans l'approche aimante et spécialisée d'Espérance un chemin pour s'exprimer. Pendant ce temps, la vie de Véronique Beaumont prenait une tournure bien différente. Le procès pour falsification de documents
aboutit à une condamnation qui l'obligea à payer de lourdes amendes et à effectuer des travaux d'intérêt général. Sa réputation dans le quartier fut complètement détruite et la pression sociale la força à vendre sa maison et à déménager loin du 16e arrondissement. Le manoir des Beaumont fut acheté par une famille très différente, les Almeida, un couple de professeurs d'université avec 3 enfants adoptifs, chacun ayant des besoins spéciaux différents. Lorsqu'ils apprirent que l'école Espérance renouvelée fonctionnait dans la maison voisine, ils n'hésitèrent pas à s'y installer. « C'est comme si c'était le destin », dit la professeure Mariana Almeida à Antoine le jour de leur emménagement. « Nos enfants pourront grandir dans un environnement où la différence est célébrée et pas seulement tolérée. » La famille Almeida devint une extension naturelle du projet de l'école. Leurs 3 enfants adoptifs, Jean, 7 ans, atteint de trisomie 21, Paula, 5 ans, autiste, et Gabriel, 4 ans, atteint de paralysie cérébrale, enrichirent encore davantage l'environnement inclusif qui se formait. Ce fut Jean qui créa ce qui devint la devise officielle de l'école. Un après-midi, alors qu'il jouait avec les triplés dans le jardin, il dit « Ici, tout le monde est différent pareil ». La phrase capta parfaitement l'essence de ce qu'Espérance avait toujours cru, que tous les enfants sont spéciaux de manière unique. La renommée de l'école Espérance renouvelée commença à se répandre au-delà de Paris. Des reportages dans des journaux et des magazines spécialisés en éducation attirèrent l'attention nationale sur le projet. Un documentaire produit par Arte sur les méthodes innovantes d'éducation spécialisée mit en lumière le travail d'Espérance et le développement extraordinaire des triplés. L'émission fut vue par des millions de personnes dans toute la France, générant une avalanche de demandes de familles souhaitant inscrire leurs enfants à l'école. Mais elle apporta aussi quelque chose d'encore plus significatif, la reconnaissance internationale. Une délégation de l'UNESCO visita l'école pour évaluer les méthodes pédagogiques développées par Espérance. Le docteur Sarah Mitchell, une spécialiste britannique de l'éducation inclusive, fut impressionnée par les résultats qu'elle observa. « Ce que vous avez créé ici transcende les techniques pédagogiques », dit-elle lors de sa présentation finale. « Vous avez développé une philosophie de l'éducation basée sur l'amour inconditionnel et le respect des différences individuelles. Cela devrait être reproduit dans le monde entier. » Le résultat fut une invitation pour Espérance à présenter sa méthode au Congrès mondial de l'éducation inclusive, qui se tiendrait à Genève l'année suivante. De plus, l'UNESCO offrit un financement pour étendre le projet à d'autres villes françaises et éventuellement à d'autres pays. « Professeur Espérance, » dit le docteur Sarah lors d'une conversation privée, « avez-vous une idée du nombre d'enfants dans le monde qui pourraient bénéficier de ce que vous avez développé ici ?» Espérance regarda par la fenêtre le jardin où Sophie apprenait à un nouvel enfant à dire son propre nom. Béatrice fredonnait une mélodie apaisante pour calmer un garçon arrivé effrayé, et Hélène discutait sérieusement avec une petite fille de l'importance d'exprimer ses sentiments. « Je sais que ce n'est que le début, » répondit-elle. « Chaque enfant qui trouve sa voie ici emportera cette expérience dans sa propre vie. Et quand ces enfants grandiront, ils sauront aussi comment écouter d'autres enfants spéciaux. C'est un cycle qui se perpétue. Et le cycle se perpétuait vraiment. Certains des premiers élèves de l'école, arrivés muets ou avec de graves difficultés de communication, aidaient maintenant les plus jeunes. Miguel, qui avait passé 6 mois à l'école, devint le mentor de nouveaux élèves, racontant sa propre histoire de dépassement. Ce fut un matin de septembre, près d'1 an après la fondation officielle de l'école, qu'arriva le cas qui toucherait le plus profondément le cœur de tous. Un couple de médecins, le docteur André et la docteure Fernanda Carvalho, frappa à la porte de l'école, portant dans leurs bras une fillette de 3 ans. L'enfant s'appelait Isabelle, une coïncidence qui ne passa inaperçue pour personne, surtout pour Espérance. Isabelle Carvalho présentait un tableau très sévère d'isolement social. Elle ne parlait pas, n'établissait pas de contact visuel, ne répondait pas à son nom. Elle avait été diagnostiquée autiste sévère, mais les médecins ne parvenaient pas à expliquer pourquoi une enfant au développement normal jusqu'à 2 ans avait régressé si radicalement. « Nous avons tout essayé », expliqua la docteure Fernanda, les larmes aux yeux. « Thérapie conventionnelle, médicaments, approches alternatives. Rien n'a fonctionné. Isabelle semble enfermée en elle-même et nous ne trouvons pas la clé. » Espérance observa la fillette qui restait immobile dans les bras de sa mère
fixant un point indéfini dans le vide. Mais il y avait quelque chose dans les yeux d'Isabelle qu'elle reconnut immédiatement. Ce n'était pas de l'absence, c'était une présence excessive. L'enfant n'était pas déconnecté du monde, elle s'en protégeait trop. « Puis-je essayer quelque chose ?» demanda gentiment Espérance. Elle s'approcha lentement et se mit à fredonner une douce mélodie, la même qu'elle avait chantée au triplet les premiers jours. Isabelle ne réagit pas au début, mais Espérance remarqua un changement subtil dans sa respiration. Sophie, qui avait observé toute la scène, s'approcha et murmura « Mamie, elle écoute avec le cœur, comme nous le faisions avant. » Hélène les rejoignit et tendit une petite fleur qu'elle avait cueillie dans le jardin. « Isabelle, cette fleur est pour toi. Elle sent le câlin. » C'est alors que le miracle se produisit. Isabelle leva lentement la main et toucha la fleur. Puis elle regarda Hélène, la regarda vraiment, établissant un contact visuel pour la première fois en plus d'1 an. Béatrice, ne voulant pas être en reste, se mit à fredonner une mélodie qu'elle avait créée spécialement pour les enfants très timides. La musique était comme un murmure musical, doux et enveloppant. Isabelle tourna la tête en direction de Béatrice et, à la stupeur de tous les présents, ouvrit la bouche et émit un son. Ce n'était pas un mot, mais c'était clairement une tentative de suivre la mélodie. Le docteur André et la docteur Fernanda restèrent bouche bée. « Elle réagit », murmura le docteur André. Espérance sourit. « Elle a toujours réagi, simplement pas de la manière que nous attendions. » Isabelle traite le monde d'une manière très particulière. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas communiquer, c'est qu'elle a besoin d'un langage spécial pour le faire. Dans les 15 minutes qui suivirent, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Isabelle commença à interagir timidement avec les triplés, qui savaient instinctivement comment communiquer avec elle. Elles n'utilisaient pas beaucoup de mots, elles utilisaient des gestes doux, des expressions affectueuses et surtout une patience infinie. Quand Isabelle descendit enfin des genoux de sa mère et s'assit par terre pour jouer avec les filles, la docteure Fernanda se mit à pleurer. « Comment avez-vous réussi en 15 minutes ce que des médecins n'ont pas réussi en 1 an ?»« Parce que, répondit Hélène avec sa sagesse précoce, parfois les enfants comprennent les autres enfants mieux que les adultes ne comprennent les enfants. » Isabelle ne resta à l'école que 2 heures ce premier jour, mais au moment de partir, elle fit quelque chose que personne n'avait vu depuis plus d'1 an. Elle fit un signe de la main pour dire au revoir. Et puis, au moment le plus émouvant de tous, elle murmura un mot presque imperceptible, « Merci ». Le mot résonna dans la pièce comme une cloche d'espoir. Toutes les personnes présentes sentirent qu'elles avaient assisté à quelque chose de sacré, le moment où un enfant retrouve sa connexion avec le monde. 3 mois plus tard, Isabelle s'était transformée en une enfant communicative et affectueuse. Ses parents, le docteur André et la docteure Fernanda, devinrent de grands soutiens de l'école et contribuèrent à l'expansion du programme de soins médicaux intégrés. L'école Espérance Renouvelée accueillait désormais plus de 100 enfants, avait une liste d'attente de plus de 500 familles et avait déjà inspiré la création d'écoles similaires à Lyon, Marseille et Bordeaux. La méthode développée par Espérance était étudiée dans des universités du monde entier. Mais pour Espérance, la plus grande joie restait d'observer ses 3 premières petites filles grandir et développer leurs propres dons spéciaux. Sophie, maintenant âgée de 4 ans, lisait couramment et avait commencé à écrire de petites histoires. Béatrice composait des chansons utilisées à des fins thérapeutiques avec d'autres enfants. Et Hélène posait des questions qui impressionnaient même les psychologues les plus expérimentés. Un après-midi de décembre, alors qu'il observait les filles jouer dans le jardin avec d'autres enfants de l'école, Antoine s'approcha d'Espérance. « Puis-je vous poser une question qui m'intrigue depuis longtemps ?» dit-il. « Bien sûr, mon fils. Comment saviez-vous que vous alliez trouver les filles? Comment saviez-vous qu'elles étaient ici ?» Espérance sourit de ce sourire mystérieux qui apparaissait toujours lorsqu'elle parlait de connexions transcendant l'explication rationnelle. « Antoine, puis-je vous confier un secret ?» Il acquiesça. « J'ai rencontré Isabelle, votre femme, exactement de la même manière que j'ai rencontré vos filles. C'était une petite fille silencieuse qui m'observait par la fenêtre de sa maison alors que j'étais assise sous un arbre. Le lieu était différent, mais la situation était identique. » Antoine écarquilla les yeux. « Vous voulez dire que… »
L'amour a sa propre géographie, mon fils. Et certaines histoires doivent donc se répéter pour que le cercle se boucle. Isabelle m'a amené à vos filles, même si elle n'est plus là physiquement. Et maintenant, vos filles amènent d'autres enfants à découvrir leur propre voie. Et cela va continuer à se produire pour toujours, dit Espérance en observant Sophie aider un nouvel enfant à dire son premier « merci ». Béatrice chantait pour calmer un garçon effrayé, et Hélène discutait sérieusement avec une petite fille de l'importance d'être spéciale. Le véritable amour ne finit jamais, Antoine. Il change simplement de forme et trouve de nouveaux cœurs à toucher. Ce soir-là, en couchant les triplés, Espérance raconta une histoire spéciale, l'histoire d'une professeure qui pensait avoir tout perdu, mais qui découvrit que l'amour qu'elle avait semé chez tant d'enfants lui était revenu multiplié par 1000. « Et la professeure a vécu heureuse pour toujours ?» demanda Sophie. « La professeure, » dit Espérance en embrassant le front, de la fillette, a découvert que le bonheur est quelque chose que l'on construit chaque jour, un enfant à la fois, un mot à la fois, un câlin à la fois. « Et nous aiderons toujours ?» demanda Béatrice. « Vous aiderez toute votre vie, car vous avez appris que la famille est faite de toutes les personnes que nous choisissons d'aimer. »« Et d'autres enfants trouveront aussi leur voie ?» demanda Hélène. « Tellement qu'on ne peut même pas les compter, parce que vous avez planté des graines d'espoir qui pousseront dans des jardins qui n'existent pas encore. » Les filles s'endormirent avec des sourires aux lèvres, rêvant d'un monde où tous les enfants spéciaux trouveraient leur voie et où l'amour serait toujours le langage le plus puissant. Dehors, la rue des Magnolias reposait en paix. Mais sous le platane, de petites fleurs poussaient désormais toute l'année, comme si la nature elle-même avait appris que les miracles doivent se produire continuellement. Et le lendemain matin, une nouvelle famille frapperait à la porte de l'école Espérance renouvelée, amenant un enfant spécial qui aurait besoin de trouver sa propre façon unique de s'exprimer. Et le cycle de l'amour, de la compréhension et de la transformation continuerait, exactement comme il se doit. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Sophie, Béatrice, Hélène et de la professeure Espérance a profondément touché vos cœurs. Si vous avez été émus par ce voyage d'amour, de dépassement et de découverte, laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous proposons des récits intenses comme celui-ci, qui révèlent le côté le plus beau et le plus transformateur de l'âme humaine. Des histoires qui nous rappellent que le véritable amour a le pouvoir de guérir, de transformer et de créer des miracles là où nous nous y attendons le moins. Nous vous attendons pour le prochain épisode, où une nouvelle histoire de cœur qui se rencontre et de vie qui se transforme attend d'être racontée. Parce que nous croyons que chaque histoire écoutée est une graine d'espoir plantée dans nos cœurs.